Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça fait déjà 2 épisodes de suite qui sont perturbés car aujourd'hui c'est encore une émission spéciale avant la reprise des formats actualité. Je vous l'avais promis, certains avaient deviné que j'allais dans ce parc. Aujourd'hui c'est un épisode 100% dédié à la découverte d'Universal Epic Universe, le 3e ou 4e si on compte le parc aquatique, parc de Universal Orlando Resort. Parce que de nouveau, je retrouve mon compère de Tokyo Disneyland, j'ai nommé le grand, l'unique Raphaël Pichneau, Rafi Over the World. Bonjour tout le monde, toujours plus l'introduction, toujours plus. Faut savoir qu'il est actuellement 9h30, qu'on se réveille et tout de suite on est glorifié. Bah merci, on va venir ici plus souvent. Hein. Oui, c'est un format un peu particulier parce que j'enregistre mes podcasts en émission perturbée dans les hôtels généralement. Ça se fait un peu à la bonne franquette et nous sommes d'ailleurs 2,5 aujourd'hui, pas tout à fait 3 effectivement, 2,5 car Stéphane est aussi avec nous, il va nous donner son ressenti sur certaines des zones. Mais le problème, et c'est un vrai bail que je vous dis là, c'est que Stéphane a quelques petits problème de concentration, d'assiduité, donc il ne peut pas rester 1 heure pendant une émission, donc il va continuer de se préparer et intervenir quand bon lui semble. Avec grand plaisir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer l'émission, Dis-moi. et de rentrer dans les détails d'Epic Universe, donc d'abord de raconter son histoire, aussi vous expliquer comment on y rentre, les histoires de packages, de tickets, et ensuite nos avis sur les zones. En quelques mots, s'il fallait résumer en une phrase ce que vous avez ressenti lorsque vous avez découvert Epic Universe, ce serait quoi? Epic Universe c'est vraiment peut-être le parc le plus avancé technologiquement qui existe actuellement dans le monde. Ok, et Stéphane? Pour moi c'était vraiment une surprise, vraiment je m'y attendais pas à retrouver un parc aussi atypique, ça a été une belle surprise et je me suis régalé, vraiment. C'est vrai qu'on a passé 2 belles journées et moi pour résumer je dirais que c'est désormais l'un de mes parcs à thème préférés au monde, en tout cas c'est quasiment sûr que c'est mon parc Universal préféré désormais. On va revenir sur tout ça, je vous propose que l'émission démarre dès maintenant, c'est parti. Universal Epic Universe, ça démarre le 1er août 2019. Parce que c'est à ce moment-là que Comcast, donc vous savez les propriétaires d'Universal, on appelle ça Comcast NBC Universal, annonce la création du 4e parc du complexe. À l'époque, il dévoile un premier concept art, et à l'origine, avant la pandémie, l'ouverture de ce parc était prévue pour 2023. Évidemment, la pandémie a impacté le resort, ça a été le cas aussi à Walt Disney World, mais dès 2021, on a quand même bien vu le parc se dessiner dans la région. Il a ouvert finalement le 22 mai 2025. Alors, on estime que la création de ce parc, elle tournerait autour de 7 milliards de dollars. Donc c'est l'un des parcs à thème les plus chers de l'histoire, avec bien sûr les parcs Disney, ce qui fait rentrer Universal dans une catégorie dans laquelle il n'était pas jusqu'alors, puisque lorsqu'il se déployait de manière internationale, il faisait des petits resorts, et puis Universal Orlando Resort n'avait pas l'envergure ni les coûts qu'avait Walt Disney World. Mais il semblerait que le succès notamment des zones Harry Potter, l'ouverture réussie du Super Nintendo World ait rapporté beaucoup de cash à l'entreprise, sans compter les succès au box-office avec des films comme Super Mario Bros par exemple, Movie. Donc 7 milliards de dollars, c'est un prix estimé, hein, c'est peut-être pas le vrai coût. Et puis on estime que ce parc devrait générer environ 2 milliards de dollars pour l'État de Floride dès la première année d'activité. Il y a environ 17 500 emplois sur ce parc, 65 000 emplois directs liés à la construction du parc. Petite spécificité, peut-être que Rafi, tu peux nous expliquer ça parce que Rafi est vraiment un fan du Universal Orlando Resort. Il n'est pas réellement dans le resort historique d'Orlando. Il est d'ailleurs, il faut traverser une route en fait commune à tout le monde pour rejoindre ce parc. Tout à fait. En fait, Universal n'a pas eu la volonté de Disney dès le début. Ici, c'était le 2e parc de Universal aux États-Unis. Et donc, ils sont tournés sur ce que Disney avait essayé de créer aussi, des nouveaux studios, des vrais nouveaux studios, ici en Floride, pour bénéficier de la météo, etc. Spoil alerte, les studios de cinéma n'ont jamais fonctionné en Floride. C'est devenu un parc de loisirs. Ils ont ouvert un premier parc, ils ont ouvert un hôtel, ils ont ouvert un 2e parc, sur un terrain
qui était fait pour un seul parc. Donc ils ont fait déjà énormément de choses sur leur terrain d'origine. Il y a quelques années maintenant, il y a 7-8 ans, ils ont commencé à acheter des terrains à droite à gauche, ce qui nous a mis beaucoup la puce à l'oreille. Et ils ont acheté ce fameux immense terrain qui aujourd'hui comprend Epic Universe, 3 hôtels et encore la même surface inexploitée, qui laisse encore soumettre beaucoup d'hypothèses chez nous. Et le terrain est vraiment beaucoup plus au sud. Il a une quinzaine de minutes d'autoroute. Toute une route a été construite spécialement pour les transports en commun pour pouvoir relier facilement les deux resorts, parce qu'on peut appeler ça même les deux resorts maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'échangeur routier qui est réservé uniquement aux résidents, aux visiteurs, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'est ouvert à tous. Ça faisait partie du projet pour que ce soit validé par l'État. Universal a payé des nouvelles autoroutes pour qu'ils soient tranquilles, faire ce qu'ils voulaient faire, mais en gardant des voies dédiées à leur bus Universal. À leur bus Universal, hein, j'insiste, pour pouvoir relier les resorts facilement. Donc effectivement, une configuration un peu particulière. Et donc dans ce resort Epic Universe, vous avez le parc, bien sûr. Vous avez l'hôtel du parc dont on va reparler, le Grand Helios Hotel. Et puis, vous avez effectivement 2 autres hôtels qui sont intégrés un peu à ce resort, mais qui sont un peu plus loin, mais ils sont à proximité. Vous avez donc le Luna, le Terra Luna et le Stella Nova. Qui sont des hôtels d'ailleurs pas chers du tout et qui viennent compléter l'offre d'Epic Universe. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand vous arrivez là-bas, il n'y a rien. Il y a l'entrée de Epic Universe, on voit bien qu'autour, il n'y a pas de village, il n'y a pas d'autres hôtels, enfin les autres hôtels, on les devine pas. On est vraiment dans la pampa, au milieu de nulle part. Et d'ailleurs, c'est un parc qui est moins dans la ville, je dirais, que les deux autres, qui je trouve sont plus intégrés à la ville. Ils ont acheté le terrain comme Disneyland a acheté le terrain, fut une époque en Californie. D'ici 20 ans ou 30 ans, Epic Universe sera complètement entouré de villes. Il faut savoir qu'il y a quand même déjà la ville juste à côté. Hein. Il y a quand même des gens qui habitent, ils ont vu sur les travaux et sur le parc. Il y a encore quand même beaucoup de terrains vagues, mais c'est vrai que Rafi a raison, dans quelques temps ce sera forcément une zone très dense. Avant de parler du parc, il y a beaucoup de gens qui nous interrogent sur les prix. Il y a même des abonnés qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais comment tu as fait pour y aller 2 fois? Il y en a qui pensent qu'on ne peut faire qu'une seule visite à Universal Epic Universe. Sachez que ce qu'on va dire là d'ailleurs, à prendre avec des pincettes, parce que l'évolution de la politique à la fois tarifaire et des tickets autour d'Universal Epic Universe évolue en permanence. Aujourd'hui même les passes annuelles n'ont pas accès gratuitement au parc. Donc attention, ce qu'on va dire là peut ne pas être vrai dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais voici comment fonctionnent les packages et les tickets à Universal Epic Universe. Alors je vais prendre la parole du coup. Je vais vous parler de ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous prenez un séjour à Universal en 2025 sur les sites d'Universal officiel Orlando, vous n'avez le droit, quoi qu'il arrive, qu'à un seul jour d'Epic Universe avec votre forfait. Libre à vous d'acheter une journée seule à Epic Universe. Jusque fin 2025, quoi qu'il arrive, il n'y aura toujours qu'une seule journée. Pour y aller donc 2 jours, il faut passer une nouvelle fois à la caisse. Savoir que si vous achetez le fameux package 14 jours de Attraction Ticket qui est très connu en Europe, puisque le tarif est imbattable pour 14 jours. Actuellement, jusqu'en fin 2025, vous avez qu'un seul jour d'Epic Universe. À partir du 1er janvier 2026, et ce, je ne parle que pour ce package-là de Attraction Ticket, Epic Universe sera inclus illimité pendant les 14 jours de votre validité de ticket. Pour tout ce qui est pass annuel et offre de séjour Universal, pour le moment, on ne sait toujours pas ce qui arrive au 1er janvier 2026. En tout cas, à date, vous pouvez soit acheter un package qui comprend les autres parcs et une journée à Epic Universe, ou alors vous achetez vos journées séparément pour Epic Universe, et ça vous coûtera... Combien on a payé, nous, déjà, Stéphane? Je pense qu'on a payé 260... Une journée à Epic? Non, le package. Le package et la journée à Epic, ça nous avait coûté combien? La journée à Epic, c'était, je pense que c'était 160. Voilà, donc 160 pour une journée seule, 260 pour les 3 parcs, plus... Non, les 2 parcs, pour plus les 2 parcs, une journée à Epic. Ouais, c'est ça, à savoir que le jour extra à Epic, on l'a acheté uniquement... et vraiment uniquement sur le site Universal. Il n'est pas trouvable ailleurs. Et pour les passes annuelles, pour l'instant, pas d'accès à Epic Universe sans payer. Il faut payer en plus, donc c'est pas inclus dans le pass annuel, mais à partir de 2026, on attend aussi des changements à ce sujet. Si vous avez des questions relatives à ce sujet, sachez juste que tout ce qu'on dit là, c'est temporaire. Ils font évoluer la politique de prix, ils essayent de contenir l'affluence sur le parc, donc on est encore dans une phase un peu particulière, et nous on tenait vraiment à faire la première année d'ouverture. Évidemment que dans 1 an, même 2 ans, le parc retrouvera une politique de prix et de tickets normale. Après c'est important, je rajoute, c'est important aussi d'aller voir sur plusieurs plateformes comme Get Your Guide, Get Your Guide, Attraction Ticket, c'est ça, ou Undercover Tourist. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait ça aussi. Qui les prix parfois sont même plus intéressants. Oui. Le package le plus intéressant, ça reste le fameux package à 14 jours, mais pour l'instant, il ne comprend pas plus d'une journée à Epic Universe. Merci pour ces explications, Rafi et Stéphane, sur la politique du prix du ticket. Je peux continuer à me préparer ou... Stéphane, oui, tu peux. Je mets mes dents maintenant ou j'attends? Tes dents? Mais non, je plaisante. Je vais brosser mes dents puis je reviens. À tout de suite. C'est parti, on se lance à la découverte d'Epic Universe, zone par zone. C'est parti.
Le concept d'Universal Epic Universe est unique au monde. Et il est unique surtout dans les parcs Universal qui ne sont pas réputés pour bien travailler leurs transitions, leurs thématiques, leurs zones, etc., etc. Mais sauf que là, avec tout cet argent qu'ils ont, ils peuvent désormais créer vraiment des lands qui sont pas d'ailleurs forcément inspirés d'IP. C'est le cas du premier land que vous découvrez lorsque vous arrivez à Epic Universe. Vous entrez dans ce qu'on appelle le Celestial Park. Et pour ça, il faut passer un premier portail qui s'appelle le Chronos. Un portail qui d'ailleurs rend un peu hommage aux fameuses arches universales, mais redessiné là dans un style un peu steampunk. Le Celestial Park, c'est quoi? C'est une sorte d'univers céleste, de paradis, où il y a quelques divinités qui contrôlent cet endroit, comme Luna ou Apollon. Vous avez aussi les êtres célestes, un peu, qui sont les personnages du land. Et en fait, dans cette zone, vous pouvez vous téléporter de portail en portail, et donc entrer dans les différents univers. Et donc, sont disposés autour du Celestial Park 4 portails qui vous permettent d'entrer dans le Super Nintendo World, dans la zone Harry Potter, etc., etc. Et puis, le Celestial Park est en lui-même une sorte de zone thématique dans laquelle il y a le coaster emblématique du parc, le Stardust Racer, sur lequel on va revenir dans un instant. Vous avez ensuite le Constellation Carousel, et puis vous avez une zone de jeux aquatiques, et vous avez aussi une offre de restauration extrêmement variée. On a d'ailleurs déjeuné à l'Atlantic Restaurant, qui était fabuleux, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez par exemple un fast-food qui s'appelle le Pizza Moon, vous avez le Moonshit Chocolate, vous avez aussi le magasin Nintendo Superstar Store, dans lequel vous devez absolument passer, qui est magnifique. On va revenir sur toutes ces zones dans un instant, mais d'abord, Rafi, qu'as-tu pensé du Celestial Park? Celestial Park, c'est vraiment le cœur du parc, et c'est le lieu de vie du parc. Universal, surtout ici à Orlando, est connu pour ses passes annuelles. Le parc en est bourré. Ils ont créé un lieu de vie pour leur passe annuelle et pour leur clientèle, et ça se ressent. Bien sûr, on a des attractions, et nous, c'est ce qui va nous intéresser puisqu'on n'est pas là souvent. Toute cette offre restauration, je pense qu'il y a quand même 15 bars autour de ces lacs. C'est vraiment un lieu de vie et de rencontre où tous les univers se croisent, où tout le monde se croise. Et c'est vraiment la sensation que j'ai, avec dans un décor et dans des jardins qui sont somptueux. La végétation n'a encore pas poussé naturellement, le parc est ouvert il y a 2 mois. On sent la volonté de vouloir rassembler autour de cet espace qui est merveilleux, qui en journée est fantastique et qui prend tout sens la nuit tombée. Pour moi, le Celestial Park, mais je l'ai déjà dit en vidéo, qui est déjà d'ailleurs en ligne sur la chaîne, et vous pouvez retrouver aussi la même vidéo, l'autre vidéo chez Rafi, on a fait 2 vidéos sur le sujet. Pour moi, le Celestial Park, c'est tout ce que je n'attendais pas d'Universal, tout ce que j'attendrais plutôt de Disney, et qui a été fait par Universal. Donc déjà, un land qui n'est pas forcément focalisé sur des IP, alors qu'Universal, c'est quand même le concept de ride the movie. Bah là, on n'est pas du tout là-dedans. Et puis, un univers qui, d'un point de vue esthétique dans le parc, rend super bien. C'est mon endroit préféré du parc. C'est vraiment, on est ailleurs. La BGM est extraordinaire. Les finitions dans le land, la musique, les couleurs, le travail qui a été fait du côté de l'horticulture. Enfin, c'est d'une beauté et d'un détail. J'ai adoré. Et en plus, les attractions qui sont dedans, qui sont pas supposées être les attractions les plus populaires du parc, sont pour moi parmi les meilleures. Qui aurait cru qu'un simple carrousel deviendrait à mes yeux l'une des meilleures attractions de l'histoire des parcs Universal, tellement il est bien intégré, tellement il est travaillé, tellement la lumière est magnifique. Qu'est-ce que Stéphane, toi tu as à nous dire sur le Celestial Park? Alors moi je voudrais juste préciser, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais de nuit, les gars, de nuit, c'est juste incroyable. Pour moi, le carrousel, le Constellation Carousel, de nuit, pour moi, c'est une autre attraction. Mais vraiment, de jour, alors déjà, de jour, c'est très beau, mais de nuit, c'est irréel. Et la musique change aussi à chaque fois. C'est ça qui est dingue aussi, la musique, déjà dans l'attraction, mais même dans ce land. Il faut savoir que dans ce land, il me semble que la BGM ne peut pas repasser en boucle. C'est-à-dire que c'est une BGM qui reconstitue une journée entière et elle évolue en fonction de la journée. Donc vous n'entendrez pas 2 fois la même musique en principe dans le Celestial Park. Eh ben écoute, j'ai hâte de retrouver les musiques peut-être qui sortiront bientôt, je ne sais pas. Alors il y en a 3 qui sont sortis sur Apple Music. Ah ouais, la Dark Universe aussi sera bientôt disponible sur Apple Music, composée par Danny Elfman. En tout cas je les ai trouvés sur YouTube. Et il me semble que le Celestial Park sera la BGM du Celestial Park sera bientôt entièrement dévoilée. Enfin ce qui est dingue en tous les cas, c'est que rien n'est laissé au hasard. Vous tournez votre tête partout, c'est beau quoi. C'est soigné, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et alors surtout, le Celestial Park est une zone qui est excessivement vide. Passé l'ouverture, c'est une zone qui est vide, forcément. Les gens sont dans les univers. Et donc, j'aime de plus en plus cette idée que le parc à thème peut être aussi... Il peut y avoir des zones de relâche dans le parc à thème. Et le Celestial Park, pour moi, est moins dense, moins riche que dans les autres zones, mais du coup, il permet aux visiteurs de se reposer et de décompresser après avoir été peut-être un peu assommé par un Super Nintendo World. Qui est vide en journée, mais qui est rempli en soirée. Oui. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Bah bien sûr, vas-y. Qui est rempli en soirée parce qu'il se passe quelque chose quand même
Là, c'est le show de fontaine qui est juste à couper le souffle. Alors vous avez un show tous les quarts d'heure dès que la nuit tombe, Oui. et puis surtout vous avez le spectacle de la fermeture du parc que vous pouvez voir donc à l'endroit même où il y a toutes Oui. les fontaines, donc au centre du parc devant le Grand Hélios, mais vous pouvez aussi le voir. Depuis le bar Hélios, qu'on vous recommande vivement, c'est une expérience. Vous pouvez rentrer dans l'hôtel, voilà, vous rentrez dans l'hôtel. Peut-être, je pense qu'une réservation est plutôt recommandée. Pour avoir accédé au bar, Ouais. mais vous pouvez quand même rentrer, je pense, dans le hall de l'hôtel. Ah bon, on n'est pas sûr, mais en tout cas, on a pu Non. y rentrer sans difficulté. Mais bon, en tout cas, si vous avez une réservation au bar du Grand Hélios, vous pouvez rentrer dans le hall de oui, l'hôtel oui. et découvrir l'hôtel. Voilà, et depuis le bar Hélios, c'est juste... on voit le parc et tous... En fait, le parc se transforme. Il y a un jeu de lumière qui est complètement fou et un show de fontaine qui est fabuleux et que... moi, j'ai vraiment... adoré. Comme Stéphane, moi j'ai adoré l'ambiance du parc le soir et ce show de fontaine était absolument démentiel parce que toute la lumière est connectée, donc tout le land en entier participe au spectacle, c'est spectaculaire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc dans le Celestial Park, il y a quand même une attraction principale qui s'appelle le Stardust Racer, qui avant s'appelait le Starfall Racer, mais pour des raisons de propriété intellectuelle, le nom du coaster a changé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dueling coaster, parce qu'il y a deux tracés, et les deux trains sont sans cesse envoyés en même temps, et c'est un coaster sur la thématique générale du Celestial Park, donc on est dans une sorte de vaisseau ou d'astéroïdes, et on parcourt les galaxies à toute allure, et donc c'est un coaster qui a quand même bouleversé mon classement des coasters. C'était une grosse année pour le constructeur Mack, qui avait fait Mission Bermude, et qui a dû donc ouvrir aussi ce coaster. C'est une sorte de descendant très lointain du Blue Fire, parce qu'on reconnaît un peu les véhicules. Il y a aussi quelques clins d'œil sur Retour vers le futur, il y a le transformateur en fait dans le dos du train, et j'ai adoré ce clin d'œil. J'ai adoré aussi l'audio embarqué à bord. Ce coaster m'a complètement retourné le cerveau, et il a une esthétique aussi très particulière, et notamment dans le land, quand vous le voyez en extérieur, au moment du lancement, mais au moment aussi où le train repasse à nouveau devant l'entrée, et que le coaster se croise. Et puis une fois à bord, c'est surréaliste, on a vraiment l'impression qu'on va se toucher avec les autres visiteurs. C'est dingue, et en même temps, pas tellement intense, quand même assez grand public. C'est ce qui m'avait surpris aussi avec le coaster d'Universal Osaka, c'est quand même pour tout le monde. Il y a deux inversions, mais ça reste quand même très léger, c'est surtout de la vitesse, de la hauteur, des airtime. Il fait pas mal à la tête, il va pas vous donner la nausée, il est quand même moins intense que des coasters comme Toutatis ou Velocicoaster. Il est à l'image de cette zone, il est complètement spectaculaire et hors du temps. Qu'est-ce que toi t'as pensé de Stardust Racer, Rafi? Le coaster est fabuleux, la gare est fabuleuse, la vision depuis Celestial Park est fabuleuse. Je t'interromps sur la gare, c'est vrai que j'avais vu des critiques sur le quai et sur la gare, mais moi je trouve que cette gare est incroyable parce qu'en fait on marche un peu en hauteur et on descend vers le quai, et il y a une espèce de comète en fait qui est au centre, et il y a une sorte de point de chute, on a l'impression que les deux quais vont se toucher, c'est incroyable, on a l'impression que vraiment on part dans une autre galaxie quoi. Ça c'est vraiment impressionnant. Après, pour moi, le parcours est vraiment pas beau. On est sur les parkings, c'est comme... J'ai pas vu la différence à l'extérieur entre ce parcours-là et Silver Star. C'est pareil. Et je trouve ça dommage, et qui plus est, il n'y a pas d'arbres, donc du coup, le coaster, il est visible de tous les univers, où même s'il dépassait d'arbres, je dirais rien, parce qu'ils allaient grandir, mais là, il n'y a même pas d'arbres, c'est des routes backstage. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage, et du coup, pour moi, Velocicoaster restera au-dessus, même si le coaster est moins bon, parce que il est bien intégré. Alors, je suis d'accord avec Rafi, hein, le Velocicoaster reste pour moi le meilleur coaster des parcs Universal. Je pense en fait que Rafi a raison sur les intrusions visuelles, sur les enchaînements, mais il faut quand même bien avoir en tête que c'est un parc en cours de construction. Les zones qu'on survole dans Stardust Racer sont en réalité des zones qui vont être utilisées par le parc pour construire probablement les extensions du monde d'Harry Potter. Rafi touche du doigt le vrai défaut du parc, qu'on retrouve pas forcément dans les parcs Disney, en tout cas dans certains parcs Disney, c'est-à-dire les intrusions visuelles et les enchaînements. C'est quand même le parc Universal où il y en a le moins, mais il y en a encore effectivement. Le Stardust Racer, il est visible du Land Dragon. À bord du Stardust Racer, on voit le monde, le backstage d'Harry Potter, on voit les backstage de Dragon. Il y a quelques univers qui sont épargnés dans lesquels il n'y a pas d'intrusion visuelle, à commencer par le Super Nintendo World, forcément, qui est très coupé du monde et où l'immersion fonctionne très bien. Le monde d'Harry Potter, où les intrusions sont quasi inexistantes. Là où il y a le plus d'intrusions, et c'est dommage parce que c'est l'univers le plus riche en extérieur, c'est l'univers de Dragon. Et dans le Dark Universe, il y a quelques petites intrusions du Grand Hélios, mais ça reste léger. Mais voilà, vous avez compris l'idée, il y a quelquefois des univers qui se mélangent malgré le travail sur les séquences d'entrée, sur les enchaînements, c'est quand même unique, hein. C'est rare qu'Universal ait autant travaillé là-dessus. C'est unique, et à leur décharge, par exemple, je ne vais pas juger de Celestial Park, voir tous les backstage et les faux bâtiments d'Harry Potter, puisque les arbres ont été plantés. Pas juger un arbre qui met plus de temps à pousser qu'un autre. C'est vrai qu'il y a des endroits où
ça va pas. Stéphane, qu'as-tu pensé de Stardust Racer, le coaster emblématique du parc, qui est donc, moi, du coup, une de mes attractions préférées, mais d'ailleurs, en fin de vidéo, on fera le classement de nos attractions préférées à Epic Universe. Je pense que comme toi Alex, on s'était dit c'est un peu rapide ou quoi, mais en fait sur le coaster, je trouvais que ça allait. Oui. C'était très fluide, c'était plutôt doux. Oui. Et c'est hors du temps. Et c'est incroyable. Mais vraiment, après, contrairement à ce que vous dites, je pense que même dans 20 ans, enfin, forcément tu vas voir les backstage. Tu peux mettre n'importe quoi, des palissades ou des arbres, ce que tu veux. Oui, parce que tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire. Ce qu'on reproche au Stardust Racer, il existe aussi avec le Velocicoaster. Hein, quand même, la fin du Velocicoaster, c'est au-dessus de Préolard. J'aimerais bien savoir où dans Préolard il y a le Velocicoaster, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que tu peux faire ce que tu veux. À un moment donné. Universal a toujours fait des choix par rapport à ça qui me semblent être des choix économiques. C'est-à-dire, oui, nos enchaînements sont pas très bien travaillés, mais parce qu'on veut vous offrir l'attraction la plus spectaculaire possible. Je pense qu'il y a un peu cette culture-là aussi. Néanmoins, ils ont travaillé aussi sur le flux, parce que aussi, ce qui est génial avec cette attraction, c'est qu'il y a quand même marqué 1 heure ou 20 minutes d'attente. On n'a jamais attendu plus de 20 minutes pour aller à Stardust Racer. Non, moi, je pense que j'ai plutôt vécu l'attraction que de plutôt regarder autour ce qui se passait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai plutôt passé un bon moment. Merci. Je vous en prie. Et donc ensuite dans le land vous avez le carrousel, le Constellation Carousel. Stéphane en a assez bien parlé, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. C'est effectivement un carrousel qui est magnifique et qui prend vie la nuit d'une autre façon. Il y a une musique en fait à chaque fois qu'il s'active qui est différente et surtout il est un peu particulier. Pour moi en fait ce carrousel qui ressemble à aucun autre, tu sais c'est comme si tu ouvres une boîte à musique. T'es pas tenu par le haut mais t'es tenu par le bas. Oui. Et donc c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment c'est une grosse boîte à musique où en fait tout s'anime, tout s'illumine, comme un monde qui s'illumine. Tout s'illumine et... Non mais ça nous fait une super conclusion Stéphane sur la description de l'attraction. Alors dans le reste du Celestial Park, il y a donc l'expérience de restauration atlantique que moi j'ai adoré. En fait vous déjeunez dans une sorte d'aquarium et vous êtes comme un poisson avec les poissons qui sont au-dessus de vous. C'est pas des vrais hein, bien sûr, mais on est comme à la taille d'un poisson et on est en plein cœur de la rivière en fait. Donc on est au cœur de la rivière du Celestial Park. Bon bref, cette zone j'aurais pu y passer des heures, j'étais même prêt à racheter un ticket juste pour passer plus de temps dans le Celestial, qui se vide énormément en journée, qui se remplit effectivement un peu plus le soir. Il y a un côté très communautaire au Celestial Park que j'aime beaucoup, Rafi a raison, sur le lieu de vie, sur les passes annuelles, ça ressemble un peu à Epcot. Donc voilà pour le Celestial Park. Je vous propose désormais qu'on passe à la zone qui m'a le plus plu en extérieur, en termes de thématique extérieure. C'est ce qu'on appelle Isle of Berk. Berk, vous savez, c'est cet endroit où vivent les personnages de dragons, mais surtout où finissent par s'installer les dragons eux-mêmes avec les humains. Direction l'île des dragons. C'est déjà la première fois qu'on retrouve un univers dans un parc Universal qui se focalise sur l'univers de Dragon. Nous, avec Rafi, on avait quand même déjà visité une zone et une attraction Dragon que j'avais déjà adoré à l'époque. Peut-être que tu peux nous en parler rapidement, Rafi. Tout à fait, c'était à Dubaï, à Motion Gate. Il y a toute une zone intérieure sur DreamWorks et dont un mini-land à Dragon. Faut savoir que l'attraction Dragon n'est ni plus ni moins l'attraction d'Arthur d'Europa Park, retravaillée presque 7 ou 8 ans après, donc beaucoup plus moderne, avec des meilleurs écrans, etc. Bon, je la referai aujourd'hui, je pense qu'elle aurait pris un petit coup de vieux, mais c'est vrai qu'elle nous avait laissé une super impression, et déjà, on voyait l'univers graphique qui pouvait tout à fait se prêter dans un parc d'attractions. C'est vrai que moi, j'étais très curieux de ce qu'ils allaient faire, parce que sachant que j'avais fait cette attraction à Dubaï et à Motion Gate, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont faire du Dark Ride? Est-ce qu'ils vont faire du coaster? Et ils ont fait un choix que je trouve audacieux, parce que il n'y a pas de Dark Ride. Malheureusement. Alors qu'on aurait pu en attendre un, et peut-être qu'un jour il y en aura un d'ailleurs. On est plutôt sur du coaster, une succession de flat ride, et surtout un spectacle. Dans cette zone, vous avez donc Hiccups Wing Glider, j'espère que je le dis bien, c'est le coaster familial du parc, pour moi qui a été une vraie surprise, on va en reparler dans un instant. Vous avez ensuite le Dragon Racers Rally, donc ça c'est les... C'est les avions qui volent, comme à Nigloland. Voilà, enfin beaucoup plus gros quand même. Et puis vous en avez 2. Et puis ensuite vous avez les fameux bateaux, toi tu as fait ça d'ailleurs Rafi? Oui, bah c'est il y a ça également à Europa Park, vous l'avez dans la zone à côté de Vaudane, où on doit s'arroser dans les bateaux. Et puis ensuite vous avez le spectacle, qui s'appelle comme le film, et vous avez aussi surtout beaucoup de rencontres personnages, c'est un des lands les plus vivants. Vous avez la rencontre avec Croque-Mou, mais vous avez en fait en set libre la plupart des personnages du film. Vous avez aussi les bébés de Croque-Mou qui apparaissent en robot. C'est d'ailleurs pour ça depuis un certain temps qu'à Disney on voit beaucoup les BDX, hein. C'est parce que Universal a commencé à se lancer là-dessus et donc d'un seul coup les parcs Disney ont commencé à proposer beaucoup plus de rencontres de ce type-là. Et même on est rentré dans le parc le matin
Et il y avait quoi au-dessus du ciel? A dragon. Il y avait un dragon qui volait au-dessus du land. Alors ça, c'est plutôt le matin, quand il n'y a pas trop de nuages, pas trop de vent, pas trop de pluie. Ça s'est pas produit le deuxième jour. C'est rare que ça se produise. C'est un effet qui avait disparu, qui est finalement revenu. Ils ont un peu du mal à le faire fonctionner. Mais on l'a quand même vu le premier jour. L'attraction principale du land, c'est Hiccups Wing Glider. Donc en fait, on fait une formation sur le dos d'un dragon et on est nous-mêmes entraînés à voler et à faire notre premier envol. C'était un petit coaster familial, j'ai oublié qui était le constructeur, c'est pas Intamin? Je crois que c'est Intamin. Il faudra qu'on vérifie. C'est un coaster familial dans lequel il y a un audio embarqué et je me suis dit bon, ça va être boring. Et bah pas du tout. Pour moi, c'est le coup de cœur. D'abord parce que l'attraction bénéficie de 2 quais, donc il y a quand même de l'attente, mais on n'attend pas tellement longtemps à cette attraction, c'est pas une de celles où vous allez le plus attendre. Et surtout, ça repartait en arrière, il y avait des audio animatronics, il y avait cet audio embarqué qui m'a complètement transporté sur la musique principale du film. On passe quand même en plein cœur du land, du parcours, le land qui est somptueux. Faut le dire, c'est quand même la zone la plus réussie en extérieur. Rafi vient de vérifier, c'est bien le constructeur Intamin qui est derrière ce coaster. Et puis, je sais plus qui m'avait dit, c'est mon coaster préféré du parc. J'étais très étonné et effectivement, quand je l'ai fait, je me suis dit, c'est presque mon coaster préféré du parc. Il est excellent. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Rafi? C'est le coaster familial par excellence. Ce qui est très bien, c'est quand on passe à l'intérieur du land, il y a toute une partie qu'on ne voit pas qui est derrière, qui sera très boisée dans quelques années, ce qui sera mieux. Et il y a même une petite partie dans les rochers, etc. Et c'est mignon, franchement c'est bien. Et qu'est-ce que toi t'en as pensé, Stéphane? Moi je trouve que c'est un super coaster familial, mais vraiment j'ai adoré. La stand-by par contre, oui, la file d'attente c'est pas foufou. C'est les fameux parcs à bœufs que dénonce Étienne. Il se passe rien en fait, c'est dommage parce que l'attraction est quand même plutôt et visuellement magnifique, ce land est vraiment de toute beauté. Je pense que c'est un de mes préférés quand même. Visuellement c'est quand même incroyable, on rentre. Ça me fait penser un petit peu, vous avez fait Plop Saland, oui, c'est vrai. Il y a une zone un peu viking, ça ressemble un peu à ça. J'ai pensé exactement à ça. Et elle est très réussie d'ailleurs, cette zone viking. Non, j'ai adoré. Et donc, effectivement, c'est surtout un land dont il faut profiter, non pas dans les attractions, mais faut vraiment prendre son temps, se balader pour croiser les personnages, pour regarder tous les audio animatronics, parce que c'est quand même aussi un des rares lands Universal où vous avez des audio animatronics partout, en extérieur. Vous avez un énorme dragon qui ronfle, vous en avez un qui a une tête qui sort d'une maison, il y en a un qui vous crache de la fumée dessus. D'ailleurs, c'est un vrai extincteur. T'avais remarqué, Stéphane? C'est un vrai extincteur parce que c'est de l'air frais qui nous envoie dessus. Donc je me suis dit, tiens, d'accord, on utilise des extincteurs sur les gens, tout va bien. Il y a les rencontres personnages, il y a aussi donc les dragons qui volent. Et vous avez Croque-Mou. Alors là, c'est là où vous pouvez un peu attendre. C'est la rencontre personnage la plus populaire de tout le parc. Vous allez normalement attendre plus d'1 heure. Attention, petite déception sur cette rencontre. On a eu de la chance d'ailleurs, nous. C'est pas forcément Harold que vous rencontrez. Et ça peut être ses amis. Voilà. Il y aura toujours Croque-Mou. Et il part du principe que comme il y aura toujours Croque-Mou, on peut faire des back-to-back avec des personnages qui sont pas forcément le personnage principal. Par contre, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que parmi les castes qui font ces rencontres personnages, certains d'entre eux performent sur le show en live. C'est le moment justement de parler du spectacle. J'ai adoré ce spectacle. Alors il faut que je vous retrouve le vrai nom du spectacle. Si Rafi, tu peux jeter un coup d'œil. Je l'ai plus en tête. Il me semble que c'est How to Train Your Dragon. Enfin, c'est quasiment le même nom que le film. Ce spectacle, j'en rêvais. Je l'avais vu sur YouTube parce qu'il avait été lancé à Universal Beijing. C'est un spectacle qui est devenu très viral sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un effet de machinerie impressionnant qui marque le public, qui est un peu répétitif mais qui marque le public. Et puis surtout, je crois vraiment qu'Universal peut se spécialiser dans les shows en intérieur, où jusqu'alors ils en faisaient assez peu. C'est des shows généralement un peu plus courts, on va revenir d'ailleurs sur le show Harry Potter. C'est des shows où il se passe moins de choses que dans les shows Disney, on voit que c'est moins bien abouti, mais ils ont quand même leur charme. Et j'ai adoré faire ce spectacle, on a d'ailleurs fait 2 fois, j'étais prêt à le faire une 3e fois. C'était une comédie musicale, c'est en partie chanté en live, et puis vous avez quelques effets de stun, vous avez une machinerie parfois assez impressionnante, vous avez quand même des dragons énormes qui arrivent sur scène, et puis vous avez, à un moment donné, Croque-Mou qui surgit du ciel et qui reproduit la scène emblématique du film lorsqu'il arrive de nouveau à voler correctement après avoir perdu une partie de son aile. Non, on va peut-être commencer par Stéphane sur ça, qui est un spécialiste de l'univers de l'entertainment, de la variété française. Qu'est-ce que Stéphane a pensé de ce spectacle? Moi j'ai adoré, je l'avais jamais vu. Vous l'aviez vu déjà? Sur YouTube, ouais. Oui. Non, il existe. Rafi l'a vu à Universal Beijing, ouais. Voilà, c'est le même, je pense du coup, non? Moi j'attendais ce moment avec impatience. C'est ce fameux dragon qui vole et cette fumée il débarque surgit du ciel. Ouais, oui, parce que magnifique. c'est vrai que l'effet est très réussi. Oui. Ils enfument la salle. Exact.
Exact. Et l'écran n'est pas dévoilé tout de suite, et donc il y a des nuages qui s'affichent sur l'écran, mais il y a tellement de fumée qu'on ne devine pas l'écran derrière, parce qu'on ne le voit pas l'écran tant qu'il n'y a pas eu cette scène. C'est ça. Et quand Croque-Mou surgit, les premiers visiteurs l'aperçoivent entre les nuages avant qu'il surgisse véritablement au-dessus des gens. Et la réaction du public, j'ai vu les gens, on se mettait tout derrière, hein. Mettez-vous derrière quand vous regardez le spectacle, pour avoir une belle vision d'ensemble, mais observez aussi la réaction du public, regardez le visage des enfants, comment ils réagissent, c'est magique. Ouais, exactement, il sort d'un nuage et survole le public. Il vient vraiment voler au-dessus de vous et j'ai adoré ce moment. Ce que je regrette peut-être, mais comme tu dis Lextopia, c'est que c'est court. C'est un show qui dure moins de 20 minutes, hein, Ouais, je pense. enfin ça passe alors, ou alors ça passe tellement vite que... J'ai remarqué que tous les shows Universal étaient assez courts, Oui. Jason Bourne c'est pareil, j'ai remarqué le show Harry Potter est Le show Harry excessivement Potter, court. ouais. En fait, je pense que les créatifs Universal se disent voilà, on a peu de moyens, donc on va compenser par un show plus court pour éviter de tourner en rond, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une scène qui se répète quand Croque-Mou repasse de nouveau de. C'est ça, oui. Une scène qui se répète malheureusement, mais non, dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé. C'est chanté live, c'est magnifique, ils ont des voix incroyables, il y a des acteurs partout quoi, et un très bon moment que je recommande. Et Rafi, qu'est-ce que toi t'as pensé du show? Moi, je trouve que c'est plutôt un très bon show. Les musiques sont très bien, sont vraiment très bonnes. C'est trop court, ça mériterait plus de durée, mais parce qu'on est habitué au standing Disney, surtout de Disneyland Paris, de la comédie musicale de parc d'attractions, où il reste indéniablement les meilleurs. Mais l'effet stunt est très bon, et ce qui est très bien sur ce show, moi la première fois que je l'ai vu, il était en mandarin. Bah oui, parce que tu l'as vu à Universal Je l'ai Beijing. vu à Universal Beijing. Et on n'a pas besoin de comprendre pour comprendre. Ça veut dire que le spectacle est très bien écrit. En tout cas, vraiment une expérience qu'il faut faire. Je sais qu'il rencontre quelques problèmes techniques, plusieurs abonnés m'en ont parlé, le dragon ne sort pas à tous les coups, mais il y a quand même beaucoup de représentations par jour. Comme il est court, forcément, il y a beaucoup de représentations. La salle n'a pas une immense capacité, donc il y a énormément de séances. Aujourd'hui, je le dis, je l'assume, c'est mon show en intérieur préféré Universal, bien que j'ai adoré Jason Bourne, le show Harry Potter dont on va reparler dans un instant. Et je le dissocie quand même des shows en extérieur Universal, parce que le fameux Waterworld Universal est dans une catégorie à part et reste un des meilleurs stunts de l'histoire des parcs à thème. Et voilà pour la zone dragon. Je vous propose maintenant de passer à la zone qui intéresse tout le monde, la zone qui est un peu la carotte des parcs Universal, c'est ce qui permet d'attirer le public, et c'est probablement grâce à ces zones-là qu'ils ont eu tout ce cash pour construire ce parc, direction Paris, la rue parisienne du monde d'Harry Potter. Oh waouh. Donc effectivement, c'est la rue cachée des sorciers dans l'univers d'Harry Potter, ou plutôt des animaux fantastiques. D'ailleurs, on va revenir sur ce sujet, mais en fait, il y a quand même un souci dans cette zone. On voit bien que c'était quand même une zone qui mettait très en avant les animaux fantastiques, et au bout du bout, on se rend compte que c'est une zone qui met finalement plus en avant l'univers d'Harry Potter. Donc c'est une sorte de zone hybride qui rend hommage aux deux sagas, en extérieur principalement les animaux fantastiques, dans l'attraction principalement l'univers d'Harry Potter. Je vais être honnête. J'ai adoré cette zone, c'est une des plus belles du parc, oui, mais c'est pas du tout ma zone préférée en extérieur. Et surtout, parmi les 3 zones Harry Potter, que ce soit à Island of Adventure et à Universal Studios, je dirais que c'est celle qui m'a le moins parlé. Forcément, c'est un décor parisien, une rue parisienne, c'est là où je vis, c'est très très beau, c'est magique, c'est envoûtant, c'est très fidèle à notre décor. C'est plus réussi même qu'à Epcot, et que la zone parisienne de Ratatouille à Disneyland Paris. Les décors sont plus larges, plus hauts, les espaces de restauration sont incroyables, mais j'ai tellement rien à dire que voilà, c'est pas ce que j'ai retenu le plus. Je préfère de loin le Celestial Park, ou même la zone Dragon, ou le Dark Universe, mais je dissocie ça de l'attraction. Et pour moi, c'est la première fois d'ailleurs dans une zone Harry Potter que le décor est moins bon que l'attraction. Parce que généralement, les zones Harry Potter sont très populaires sur les réseaux sociaux, les gens adorent se retrouver après Hollard à Poudlard, mais quand vous leur parlez de l'attraction, c'est souvent mitigé. Et là, c'est l'inverse. Qu'est-ce que toi t'as pensé de la zone Rafi, toi qui es un immense fan Harry Potter? J'étais vraiment dedans. Les animaux fantastiques, j'ai adoré, je les ai vus plusieurs fois au cinéma, etc. Donc non, j'ai tout de suite accroché à la zone. Oui, elle est beaucoup moins marquante visuellement que Gringotts ou Poudlard. Pourquoi? Ce sont des lieux emblématiques qu'on a connus pendant 10 ans. Là, on a vu un film dessus et tout est basé là-dessus. Il faut savoir que le land a été développé en même temps que la saga des animaux fantastiques était elle-même développée, était pas forcément sortie au cinéma. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'échec plus ou moins vrai de la saga des animaux fantastiques et sont réadaptés, ce qui a mené à l'attraction et ce que tu vas parler juste après. C'est fidèle, on y est, les tours de magie sont incroyables. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas les horaires des animations, mais c'est assez vivant. Ouais. Et l'échelle, on n'a jamais vu ça dans un parc. L'échelle est la bonne en fait, tout simplement, c'est même presque plus grand qu'à Paris. Il y a aussi un très bon atout au land qu'il n'y a pas dans les autres, et ça je le regrette,
c'est qu'on parlait des audio animatronics en extérieur, il y en a énormément. Vous avez d'ailleurs le plus petit audio animatronics du parc, qui est un des animaux de Newt. En fait, vous avez tous les animaux fantastiques. Ils sont là, ils sont dans la rue, ils sont cachés dans les vitrines, vous les voyez. Vous avez même le livre aussi de Norbert Dragono, le fameux animaux fantastique, que vous pouvez d'ailleurs acheter dans la réalité. Moi, ce que je regrette, en fait, c'est ça. C'est de ne pas avoir assumé que c'était une zone animaux fantastiques. De ne pas pleinement l'assumer. Et moi, j'aurais presque aimé que l'attraction soit sur les animaux fantastiques. Parce que comme Rafi, j'adore cette saga. Le premier film, je l'adore. Le deuxième aussi énormément. J'ai un peu moins accroché avec le troisième. Oh, c'est le meilleur. Enfin, ça se voit que les créatifs se sont retrouvés entre deux feux, c'est-à-dire leur manager qui leur disait bah attention, ça se casse la gueule, il faudrait peut-être et que par souci économique et par souci de réussite du land, ils ont fait un choix hybride et donc on est entre ces deux zones-là. Donc c'est un peu particulier. Je trouve ça dommage que ce soit pas entièrement assumé. Qu'est-ce que toi t'as pensé de la zone parisienne, Stéphane? Ça m'a donné envie de voir les films en tous les cas parce que, vous savez, désolé mais je suis pas un grand fan d'Harry Potter. En tous les cas, ça m'a vraiment donné envie d'explorer justement un peu ce monde-là. J'ai adoré la zone. Enfin, même si j'ai adoré par exemple Dragon, tu vois, j'ai trouvé que c'était grand. Enfin, tu vois, c'est, je pense, quand même une des plus grandes parties, enfin un des plus grands portails, zone Harry Potter, non? C'est une bonne question. Pour moi, la zone la plus grande, ça reste celle de Dragon, je pense. Tu crois? Ah, je pense. Ah ouais? Ok. Ouais. Enfin, en tous les cas, moi j'ai adoré le décor, incroyable. L'attraction, on en reparlera évidemment parce que je pense que c'est un peu unique au monde. Alors, dans la zone, vous avez ouais. cette attraction, qui est l'une des attractions les plus chères de l'histoire des parcs Universal, une des attractions les plus avancées technologiquement au monde. Et vous avez aussi le cirque Arcanus, donc vous avez le premier spectacle en intérieur sur l'univers Harry Potter dans les parcs Universal. Et l'entrée, excuse-moi de t'interrompre Alex, elle est folle. L'entrée, en fait, vous rentrez par un petit chapiteau. Là, tu parles du cirque Arcanus, mais on va en reparler juste après. Ouais. Tu parlais du spectacle, toi? Oui, mais okay, voilà, mais je vous en prie. La zone n'est pas terminée, sachez-le. Beaucoup de boutiques sont encore fermées. Beaucoup d'espaces de restauration n'ont pas ouvert. Il y a beaucoup de zones vides. On voit qu'il y a des sorties, des entrées pour des futures extensions de la zone. Il y a aussi, Rafi l'a remarqué, peut-être qu'il va nous en parler, une Coupe du Monde de Quidditch. Quand vous arrivez dans la rue cachée, il y a sur une des façades Coupe du Monde de Quidditch en France, à Paris, nanana, un peu comme les JO, mais pour le Quidditch. Et vous avez aussi du merch Quidditch, mais c'est en rapport avec quoi exactement? C'est pas une surprise. On savait qu'il y avait 2 attractions prévues pour le Wizarding World Ministry of Magic. On le savait. Les rumeurs disaient que c'était une attraction sur un balai, où on devait voler sur un balai. Je sais qu'il y a une expérience qui a été faite dans la boutique Harry Potter de New York. Cette expérience est maintenant fermée définitivement, mais c'était certainement le test pour savoir qu'est-ce que ça rendrait, quels seraient les retours et les challenges techniques. C'est de la rumeur, rien n'a été jamais communiqué, officiel, et on n'en sait rien. En tout cas, on n'en sait rien, il se passe quand même quelque chose pour ceux qui suivent l'activité autour du parc Epic Universe. Le terrain commence à être préparé. Enfin, ils ont dégagé tout ce qu'il y avait en fait sur la zone de l'extension du ministère de la Magie. Donc, enfin, de la zone Harry Potter. Donc, on sait que les travaux pour cette extension vont bientôt débuter. Très récemment encore, le directeur de la filiale parc d'Universal a dit que en fait, Epic Universe n'était pas fini, tout simplement. Que c'est un petit parc encore, faut le dire, et qui n'est pas complet. On le savait en venant. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui attendent le développement du parc pour mieux profiter de sa visite, parce que forcément peu d'attractions, donc veut dire une exploitation parfois un peu compliquée sur certains gros e-tickets et un déséquilibre dans la gestion des flux. Mais Epic Universe, oui, va bien s'étendre et ça passera forcément par l'extension de la zone Harry Potter puisque ce sont les zones les plus populaires des parcs Universal. Ce qui nous amène à l'attraction principale du land, Harry Potter and the Battle at the Ministry. Donc c'est une attraction qui se passe juste après les événements du dernier film, Les Reliques de la Mort, partie 2. C'est de l'écriture qui provient des parcs Universal en accord, bien sûr, avec J.K. Rowling et Warner. L'histoire débute dans le métro parisien, où on utilise la poudre de cheminette pour transplaner, en fait, au cœur du ministère de la Magie britannique. Et vraiment, on y est. Enfin, je veux dire, quand on transplane et qu'on se retrouve dans la cheminée et qu'on rentre, je pense qu'on y est. Je pense même que les acteurs qui ont tourné sur le plateau diront « Nous, on n'avait pas ça ». Non, ils n'avaient pas ça, parce que tu peux aller voir les décors officiels à Londres, et non, ils n'avaient pas ça. Voilà, et d'ailleurs, on a même regardé, je me souviens dans la file d'attente, la scène emblématique, j'ai voulu montrer à Stéphane la scène de la bataille entre Voldemort et Albus, une des plus grandes batailles de l'histoire des sorciers. Et en fait, qu'est-ce qui m'a marqué en regardant la vidéo, c'est que c'est plus petit. C'est plus petit que là où nous on était. Donc ce couloir qui vous conduit vers les bureaux du ministère britannique, ce hall d'entrée qui est absolument incroyable, cette lumière, cette musique qui est fabuleuse. Là aussi sur les musiques, hein, il lésine pas là-dessus, alors que dans les zones Disney, parfois la musique est un peu oubliée dans les nouvelles zones. C'est fantastique, le plafond avec l'orage, ce portrait de Dolores Umbridge qui va être jugé, il y a des annonces sonores qui nous disent « Messieurs, dames, veuillez vous rendre au procès de Dolores Umbridge, non. » C'est incroyable, franchement c'est incroyable.
C'est incroyable. Et il y a une chose qui m'a marqué, au-delà du fait que ce soit incroyable, hein, parce que forcément j'ai chialé en arrivant dessus, c'est que c'est une file d'attente. Donc déjà, pour moi c'est la force de toutes les attractions Harry Potter, de toute façon c'est leur file d'attente. Et c'est aussi la faiblesse d'Epic Universe où à côté j'ai cette file d'attente et à côté j'ai celle de Dragon. Mais cette zone est accessible à tous en fait. On n'est pas obligé de faire l'attraction et ça c'est d'une intelligence. Rafi a raison, sachez que vous pouvez rentrer sans faire l'attraction et découvrir. Et vous passez en single rider ou vous passez en fast pass, vous passerez toujours par la poutre de cheminette parce qu'ils veulent garantir votre expérience et le fait que vous transplaniez dans le ministère. Mais une fois à l'intérieur du ministère, vous pouvez tout à fait vous balader sans aller dans l'attraction. Mais en fait, il y a la file single rider à l'entrée, te dit aussi pour aller juste voir. Oui. Et tu n'es pas obligé de faire l'attraction, tu peux rentrer et aller voir. Donc il y a cette file d'attente. Stéphane, tu veux en dire un mot? Pour moi, en fait, l'attraction, elle commence juste quand tu passes la cheminée. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence là. C'est un truc de dingue. Je n'ai jamais vu ça dans un parc. Ce décor immense, cette immensité, cette file qui est fabuleuse. Et quand même, moi, je recommande aussi peut-être, déjà de le faire une première fois en stand-by, mais d'y retourner en single rider. Oui. On a attendu 0 minute. Voilà, mais sauf qu'en single rider, elle n'est pas souvent ouverte. Ça dépend des temps d'attente, ça dépend des difficultés techniques qu'ils ont sur l'attraction. Ça vaut peut-être la peine quand même d'aller voir, de checker. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fabuleux. Le reste de la file d'attente est plus étriqué. On rentre dans les couloirs du ministère et on passe par plusieurs bureaux. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux. Puisque je m'y attendais pas, je vous avoue que je connaissais un peu l'histoire de l'attraction, mais j'avais pas compris qu'elle était à ce point liée à l'histoire d'Harry Potter, d'Hermione. On entre dans le bureau des Aurores et vous avez le casier d'un Weasley, vous avez le casier d'Harry qui est devenu Aurore. Oui. Et il y a marqué HP, donc casier d'Harry Potter. Et en fait, d'avoir mis en scène sa présence dans la file d'attente et de mettre en scène la suite de sa vie après les événements du dernier film, ça m'a beaucoup touché. Surtout que c'est fait subtilement, on le voit pas. Dans l'attraction, on le voit, mais je veux dire, on ne le voit pas dans la file d'attente. Et ensuite, on traverse le reste du ministère, on entre dans le bureau de Dolores Sombrage, et forcément, ses cartons sont saisis, et elle avait un elfe. Alors après Maître Plongée, c'est pas son elfe de maison. C'est pas son elfe, d'accord. En fait, c'est notre compagnon de route, c'est notre petit Pascal, tu vois, pour réponse. C'est la même chose pour l'attraction, c'est un personnage créé uniquement pour l'attraction, c'est un elfe de maison qui vient en aide, et c'est le personnage un peu humoristique de l'aventure qui est très épique et assez sombre. Et donc, il saisit les cartons, il s'habille comme elle, il lui pique un peu ses fringues, bref. Et ensuite, direction les ascenseurs. Et c'est qu'au bout de la 3e fois qu'on a fait l'attraction, que j'ai saisi à la fois le concept technique de l'attraction, mais aussi le quai, parce que le quai, j'ai pas compris comment il était agencé, tellement c'est bien fait. On est dans une des fameuses salles circulaires qui permet d'emprunter les ascenseurs, et je n'ai pas compris comment était agencé le quai. Et en fait, il y a une illusion qui permet de faire croire que la pièce est circulaire, alors qu'en fait elle est rectangulaire, mais l'illusion fonctionne super bien. Et vous avez en fait 2 quais, avec 4 ascenseurs, si je dis pas de bêtises, qui sont sur les quais, et qui vous embarquent pour un voyage qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans l'attraction pour aller assister au procès. On se dirige vers la salle du procès, puisque les ascenseurs sont les moyens de transport vers la salle de procès. Mais patatras, Dolores Sombrage s'échappe. Elle est aidée par des mange-morts encore adeptes à Voldemort, qui est pourtant décédé. Et ils aident Dolores Sombrage à s'échapper. Elle va foutre un bordel pas possible dans le ministère. Et elle va surtout essayer d'attraper le fameux retourneur de temps pour changer sa destinée juste avant le décès de Voldemort ou juste avant son procès, je ne sais pas bien. Et donc ça fout un bordel pas possible. On passe dans plein de salles du ministère de la Magie. Et alors là, je sais pas comment vous décrire ce qu'on a vécu, c'est compliqué à expliquer. On est en fait dans des décors immenses. J'ai jamais vu ça. C'est immense. Je pense que certaines scènes sont bien plus larges et grandes que celles de Rise, par exemple, à part la salle des marcheurs, mais ça vous donne donc une idée de la taille des pièces. Vous avez des écrans LED qui se mélangent avec des vrais audio animatronics. Vous avez aussi des bras robotiques qui soulèvent des ascenseurs devant vous. Vous avez également des petites sensations de chute, de mouvement, parce qu'en fait, vous êtes dans un simulateur en mouvement, et qui est, comment dire, un peu dans le vide, donc qui se déplace quand même assez haut. Ça aussi, c'est très impressionnant, on le sent qu'on est haut dans le décor. C'était surréaliste. Par moments, je ne savais pas distinguer de ce qui était vrai, de ce qui était faux. Il y a des effets que j'avais pas du tout remarqué la première fois, que j'ai constaté ensuite. Il y a des audio animatronics qui se battent dans des décors, mais on dirait qu'ils sont dans l'écran. C'est-à-dire qu'ils sont d'une fluidité, d'une réalité, c'est fou. Pour moi, cette attraction, c'est... je sais pas, une des attractions les plus folles que j'ai faites de ma vie. J'ai encore du mal à réaliser que j'ai pu faire ça. Qu'est-ce que toi t'as pensé, Rafi, de l'attraction? Je pense que j'arrive toujours pas à me faire un point de vue. Ça fait quoi, une semaine qu'on a visité le parc? En sortant, c'était même trop pour moi. C'était trop. D'avoir eu un épilogue à la fin d'Harry Potter, moi ça m'a bouleversé. Tu l'as dit tout à l'heure, mais voir les acteurs, enfin, voir les personnages sur lesquels j'ai grandi toute ma vie et auxquels je me suis attaché profondément, ça m'a...
Et donc, même encore aujourd'hui, je suis perdu. Je peux pas vous dire si c'est la meilleure attraction Harry Potter ou pas, si c'est fabuleux, la meilleure attraction... Je suis perdu. C'était trop. Pour moi, c'est trop. Et Stéphane, toi qui découvrait un peu aussi cet univers que tu connais pas forcément, qu'est-ce que ça t'a fait de faire ce truc? Scotché. Alex, qu'est-ce que tu veux? Enfin, c'est incroyable. Je savais pas du tout où j'allais mettre les pieds. Et je suis arrivé là-dedans, mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc de zinzin? Les décors, encore une fois, enfin, c'est immense. On m'a souvent demandé qu'est-ce que c'était comme attraction. Est-ce que c'est une chute? Est-ce que c'est la tour de la terreur? Est-ce que... En fait, c'est plutôt, je dirais, un Star Tour, tu sais, mais qui bouge sur roue, en fait. J'ai encore du mal à croire que ça puisse exister, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que on arrive à faire des choses comme ça, quoi? Mais waouh! Et j'en parle, j'en ai des frissons encore. Donc voilà notre avis sur l'attraction Harry Potter, qui est le dark ride emblématique du parc à ne pas manquer, qui a quand même beaucoup de difficultés techniques, beaucoup de pannes, beaucoup d'attentes. Donc utilisez les techniques de Stéphane pour le single rider, vous ne le regrettez pas. Allez vous balader dans la zone avant même de faire l'attraction, ou après, sachez-le, elle est accessible à tous. Allez-y à l'ouverture, Oui. Allez-y à la fermeture, mais attention, la zone ferme un peu plus tôt, donc vous pouvez être piégé par ça. Je sais qu'elle crée beaucoup de frustration, beaucoup de personnes estiment que ces problèmes techniques desservent la qualité de l'attraction. Moi j'estime qu'il y a quand même une audace technologique créative, qu'il faut la saluer, et que je pense que cette attraction va recevoir des récompenses très bientôt. Et Stéphane voulait ajouter quelque chose? Oui. Un détail, hein. Mais couvrez-vous. L'attraction est tombée en panne et on est resté quand même bloqué, je pense, une bonne heure. Je vous jure, la clim, on n'en pouvait plus, on se serrait. On était collés les uns aux autres parce qu'on avait tellement froid. Donc prenez un pull parce que parfois il fait vraiment froid. Et donc c'est un détail, mais bon, Mais ça, bon, vous le savez si vous voyagez en Floride, ils sont des gros accros à l'air conditionné, et donc du coup la climatisation. Il y a parfois des gens un peu sensibles. Et donc je me dis, ça peut être utile. Voilà, petit conseil de planète. Merci, au revoir. Je vais revenir, tu dis la frustration, c'est l'attraction du parc. Un visiteur qui rentre à Epic Universe ne fait pas cette attraction ne pourra jamais être satisfait. Depuis l'ouverture, globalement, une journée où le parc fonctionne bien, où l'attraction n'est pas de panne, il y a une bonne heure d'attente. Les jours un peu plus compliqués, comme on a observé, ça montait, oui, en effet, jusqu'à 4 heures d'attente. Ouais. Mais vous savez quoi? Ça les vaut. Il y a aussi notre expérience dans la zone Harry Potter, c'est le fameux cirque Arcanus. Donc c'est le premier spectacle en intérieur pour l'univers Harry Potter, sans compter les expériences en extérieur qui existent dans toutes les zones Harry Potter. Je regrette d'ailleurs que dans la zone, il n'y ait pas les animations autour des animaux fantastiques comme il y a à Universal Osaka. Ça fait partie pour moi aussi de ce qui n'est pas assez assumé sur les animaux fantastiques. Mais vous avez quand même ce show qui là pour le coup se concentre beaucoup plus sur les animaux fantastiques. D'ailleurs on change d'époque et de période, puisque à un moment donné Norbert apparaît dans le spectacle, donc j'imagine qu'on n'est pas dans la même timeline que celle d'Harry Potter. Et donc c'est un spectacle, déjà c'est une file d'attente incroyable, qui vous donne l'illusion que vous êtes dans le chapiteau, alors qu'en fait il y a bien un show building qui cache le cirque, et ça c'est quand même très fort de faire croire aux gens qu'on est encore sous l'attente, parce que mine de rien, l'effet est très bien réussi. La file d'attente est somptueuse, le pré-show est génial, le show démarre un petit peu avant, et vous vous retrouvez dans une salle avec le propriétaire du cirque, et quelques performeurs, et vous avez déjà des effets incroyables avec la caisse de Newt et le fait qu'en fait un animal va s'échapper de la caisse. Et puis ensuite le spectacle démarre dans une salle magnifique et vous avez quelques effets de machinerie assez impressionnants. Vous avez quand même des animaux fantastiques qui apparaissent sur scène en taille réelle et il y a quand même des moments qui sont assez marquants. En fait, j'étais envoûté par le show jusqu'à la dernière minute où j'ai trouvé que la fin était nulle. La fin est nulle. On voit qu'ils sont très contraints par Warner sur certains choix. Il y a Newt qui apparaît à un moment donné sur un écran, mais on voit que Universal aurait préféré qu'il soit là en face character, ce qui n'est pas possible à mon avis. Ce qui n'est pas possible par la contrainte et le contrat avec J.K. Rowling qui refuse intégralement la présence des personnages de la saga dans les parcs. En face. Et ensuite, vous avez, pour moi, un dernier effet de machinerie qui est censé surprendre et impressionner le public et qui, pour moi, ne marche pas du tout. Et en fait, c'est tellement dommage parce que le show m'a laissé 70% du temps émerveillé. Et quand ça s'est arrêté, j'ai fait « Ah, c'est tout !» Je suis resté sur ma faim. Quel dommage, parce que vraiment, on n'était pas loin du sans faute. Stéphane, spécialiste spectacle. Je regrette peut-être même de ne pas l'avoir vu une deuxième fois. Je suis rentré, j'en ai parlé tout à l'heure, je suis rentré dans ce chapiteau, je ne m'attendais à rien. Mais vraiment, et alors Alex, tu dis un pré-show, pour moi c'est pas un pré-show, c'est déjà un show. Mais c'est fabuleux, mais c'est incroyable. Alors je m'attendais à un spectacle d'acrobatie, de jonglerie, mais pas du tout. Au début un peu. Au début oui, voilà, ça commence comme ça. Mais après... Le décor, c'est un autre décor, c'est une autre salle de spectacle. En fait, tout simplement, la case est posée sur scène. C'est ça. Et elle descend physiquement.
Ouais. elle descend physiquement en dessous. Et en dessous, il y a une autre scène qui Exact. surgit du sol. Mais c'est ça, il fallait complètement- trouver l'idée. Ouais, c'est complètement fou. J'ai été transporté, j'ai adoré la machinerie. Elle est complètement folle. Mais comme toi, Alex, malheureusement, ce rideau, ce fermé de rideau, Ça va qui pas. est quand même... Bon, quand même... Il manquait d'un dernier grand effet dans la salle. Il fallait que quelque chose passe au-dessus des visiteurs. En fait, pour moi, la fin, elle est bâclée. La fin est bâclée. Et c'est dommage pour un spectacle d'une aussi bonne qualité que c'est bâclé. Et encore une fois, comme le spectacle Dragon, la fin, bof quoi. Ça retombe. Je suis resté sur ma fin, malheureusement. Dommage. Et Rafi, en quelques mots. En quelques mots, je peux pas être objectif, c'est Harry Potter. Clairement, c'est impossible. Rafi a beaucoup aimé. Moi, j'avoue que j'ai aimé. Ce que j'ai surtout aimé, c'était que c'était sur les animaux fantastiques. Et enfin, c'était plus assumé qu'on mettait en avant cette saga plutôt que Harry Potter. Donc voilà pour la zone Harry Potter, dans laquelle il y a des super zones de restauration. Produits dérivés, je vous en parle même pas. C'est évidemment une des plus belles zones et une des plus isolées. C'est la seule qui ne comporte pas d'intrusion visuelle avec le Super Nintendo World. Il est temps pour nous désormais de changer d'univers et d'aller dans le Fantasyland de l'horreur. Et c'est grâce à cette zone d'ailleurs, je pense qu'on aura le land des vilains à Disney World, direction le Dark Universe. Alors le Dark Universe, c'est probablement le plus petit land de la destination. Je pense par ailleurs que c'est celui qui a subi le plus de coupures budgétaires, et ça se voit un peu, on va revenir dessus dans un instant. C'est néanmoins pour moi ici qui a ma deuxième attraction préférée de tout le parc, Monster Unchained, et donc on est dans une ville qui s'appelle Darkmoor. C'est une sorte de lieu dans lequel il y a le manoir de Frankenstein où vit son arrière-petite-fille, et il y a son assistant encore, Igor, et puis vous avez surtout d'autres personnages qui viennent interférer avec cet univers, comme le loup-garou, mais surtout mon méchant préféré, parce que moi je suis un fan de vampires, de chauves-souris, Dracula. Et donc dans cette zone, vous avez 2 espaces de restauration, 2 boutiques, l'attraction Loup-garou qui est un coaster familial, et Monster Unchained qui est un dark ride qui réutilise l'attraction, la technologie de Forbidden Journey. En quelques mots, qu'est-ce que toi tu as pensé de la zone Dark Universe, Rafi? C'est l'anti-Fantasyland. La zone est vraiment très très belle, le manoir est impressionnant, et donc c'est vraiment, on arrive par un Main Street qui t'emmène directement au manoir, donc c'est reprend tous les codes Disney, hein, c'est ça qui est fabuleux, mais dans un twist quand même assez détaillé, c'est très beau. Non, la noirceur est belle. Vraiment, je sais pas si ça a du sens, mais voilà. En plus, on l'a découvert sous une pluie battante, tu te souviens, Stéphane? Qu'est-ce que toi t'as pensé de la zone pendant qu'il se... Mais tu... Je suis en pleine préparation make-up, excusez-moi. Non, mais j'en attendais beaucoup. Bah, vous savez quoi? J'ai été un petit peu déçu. Pourquoi? Parce que la zone est petite, Très petite. même si elle comporte une des meilleures attractions du parc. Trop petite pour moi et il se passe pas grand-chose. Alors, on a eu... Alors, On on est peut-être mal tombé. Voilà, on est peut-être mal tombé, Alex. On a vu beaucoup d'activations dans tous les lands, sauf à Dark Universe. On est arrivé sous une pluie battante et le lendemain de nouveau, on a vu un gars dans une file d'attente au loin. Je me souviens, c'était une espèce de monstre qui prenait des photos avec des gens. Mais à part ça, on n'a rien vu de plus. Normalement, on est supposé voir Igor. Il me semble bien qu'il y a quand même une rencontre avec Frankenstein. Il me semble. Hein. Ah Il y a Frankenstein, oui. Voilà, il y a d'autres méchants qui sont supposés apparaître. Il y a aussi un violoniste qui est supposé faire au moins une dizaine de représentations par jour. Tout ça, on ne l'a pas eu. Donc je pense que c'est à la fois les conditions climatiques et nos horaires de passage. Malheureusement, le hasard fait que... Après, je pense que c'est une zone pour moi à faire de nuit et pas de jour. De nuit, par contre, C'est fantastique. magnifique. Il y a de la fumée. Oh là là, c'est fabuleux. Mais encore une fois, un peu trop petite à mon goût, qui, je l'espère, d'ici quelques années, prendra un peu plus d'ampleur. En fait, cette zone a clairement été cutée hein, sur les concept art. On voit bien qu'en plus du coaster, il y avait un stunt, où il y avait au moins une salle de spectacle en intérieur qui a été retirée. Donc, clairement, on le voit. Et je pense que toutes les coupures budgétaires dans Epic Universe ont été faites dans le Dark Universe. Donc je vous propose maintenant qu'on entre dans l'un des dark rides les plus spectaculaires de l'histoire d'Universal, direction le Forbidden Journey, Monster Unchained, donc qui raconte l'histoire de l'arrière-petite-fille, arrière-petite-fille de Frankenstein. Il faut savoir qu'on met en avant, là aussi, les classiques Universal Monsters, alors qu'à l'origine, ça aurait dû être
les monstres nouvelle génération qui étaient prévus dans un Dark Universe cinématique, mais qui a été annulé, auquel Tom Cruise par exemple a participé, Johnny Depp était aussi dedans, mais ils ont fait finalement que la momie, et à cause de l'échec commercial, ils n'ont pas prolongé. Et donc ils sont revenus aux classiques, alors ça c'est très cool, moi j'adore que ce soit les classiques, parce qu'on le retrouve un peu dans le design de l'attraction, et je trouve ça génial que les artistes aient travaillé sur ces personnages assez anciens, et qu'ils les aient un peu remis au goût du jour, donc j'aime le côté très classique de la zone, et c'est une attraction qui est envoûtante, mais je dirais pas effrayante pour autant. Elle peut faire un peu peur la première fois, mais une fois que vous la refaites, elle fait plus du tout peur. Et c'est une attraction vraiment impressionnante, dans des décors spectaculaires qui mettent en scène l'attaque de Dracula dans le manoir, alors que la petite fille fait des expériences sur lui et sur Frankenstein. Et il y a, enfin, je sais pas, un audio animatronique qui joue de l'orgue en feu. Vous avez une cloche dans laquelle il y a le loup-garou, les monstres. Vous avez vraiment l'impression qu'ils vous sautent dessus. Il y a même la momie aussi qui apparaît à un moment donné, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'était démentiel. C'était excessivement long, c'était incroyable. Vraiment, j'ai passé un moment fou. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Rafi? Je sais que Rafi est plus mitigé sur le rail. Très bonne file d'attente. Après, on a fait que la partie intérieure, je sais que la partie extérieure ne l'est pas. L'attraction, le nombre d'animatroniques, des écrans sont fous. C'est fou. C'est vraiment une vraie évolution de Forbidden Journey. Donc l'attraction Harry Potter dans Poudlard. Et très peu d'écrans d'ailleurs, tu dis écran, mais oui, les écrans sont toujours insérés dans un décor, là où Forbidden Journey va parfois t'isoler que dans des écrans. C'est vrai. Cependant, et c'est le genre de détail que je vois. Moi, quand je rentre dans une pièce, je vois tout de suite le plafond et les murs et le sol. Et ben j'ai vu les backstage, puisque j'ai vu le plafond, les murs, les rideaux et le sol, avant de voir les animatronics. Et du coup, moi, ça m'a dérangé. Mais c'est après une déformation que j'ai moi-même, c'est que c'est les premiers trucs que je remarque. Et du coup, malgré les animatroniques qui sont quand même très grands et super fluides, quand ils sont isolés dans des décors entourés de rideaux, moi ça ne marche pas. J'ai essayé de me concentrer sur ce point-là quand Rafi m'en a parlé. Je vous avoue que je l'ai vu à un moment dans le parcours. Voilà, il y a un moment où j'ai effectivement vu des rideaux et une porte, mais ça m'a pas particulièrement choqué, surtout que les décors sont vraiment spectaculaires, immenses, un des meilleurs dark rides de l'histoire des parcs. À tel point, on parlait tout à l'heure de la zone Harry Potter, tu disais s'il n'y avait pas cette attraction, le public serait déçu. Je me souviens que pendant les previews, il n'y avait que Monster Unchained ouvert et il y avait déjà des retours dithyrambiques sur cette attraction. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Stéphane? Alors, ça reste une super attraction, attention. La première fois... On était terrorisés. Ouais, bah oui, forcément on s'y attend pas. Assez impressionnant. Les décors, encore une fois, les animatroniques, super grands. C'est vrai qu'après, on l'a fait une deuxième fois, ça marchait. Il y a Dracula qui marchait pas, il y a des effets qui ne marchaient plus. Effectivement, on voit les rideaux, c'est vrai. On voit un peu le track. Le track. Donc quand vous commencez l'attraction, mais qui pour moi reste quand même une des meilleures attractions du parc. Et puis la file d'attente, le quai d'embarquement. Le quai, oh mon dieu. On est sur une immense plateforme tournante. Ouais. Et dans une salle hyper noire où il y a l'électricité dans le ciel et tout, c'est tellement flippant. Ouais. Et puis il y a le pré-show aussi, souvenez-vous. On nous voit dans le véhicule, on nous voit dans le bras. Et Igor fait un test sur le bras et il agite le bras dans tous les sens et c'est ce que vous allez subir. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est un petit audio animatronics en fait. Ça bouge un peu plus que Forbidden, je trouve. Ah oui, bien sûr. Où t'es vraiment un peu plus secoué. En fait, nous on a fait une version de cette attraction avec Rafi où on était vraiment dans des positions assez impressionnantes. C'était à Warner Park à Abu Dhabi. Ouais. En fait, le véhicule est très restreint dans Forbidden Journey. On peut être sur le dos, on peut être même à l'envers, comme dans Danse avec les robots par exemple au Futuroscope. Et là, effectivement, je confirme, les mouvements du véhicule sont beaucoup plus impressionnants. Ouais. Notamment lorsque par exemple on passe en dessous de la cloche, c'est assez impressionnant. Est-ce que c'est pour un enfant de 6 ans, je dirais? Oh, c'est un peu effrayant quand même, c'est un truc d'horreur, il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang, ouais, quand même. Donc voilà, si vous y allez avec des enfants, ça reste quand même, attention quand même. Ça reste quand même assez grand public, je dirais que voilà, c'est du moins de 10 pour moi. Interdit moins de 10. Pour moi, Forbidden Journey reste au-dessus. Pas du tout. Si. Ah non, Forbidden Journey. Si. Non. Forbidden Journey a mal vieilli, il y a trop d'écrans. Oui, c'est ce que j'allais te dire, il y a trop d'écrans. Mais je suis plus immergé dans Forbidden Journey que dans Monster Unchained et c'est pour ça. Il y a une malgré des animatroniques, je trouve. Malgré le nombre. Mais bien sûr. Oh mais il y a combien? 40 des animatroniques, au moins 40 ou 50. Non, on a vraiment l'impression qu'on est dans le manoir. Pour moi, ça marche. Oui. Et surtout l'histoire avec Dracula, l'histoire est bien écrite. Dans Forbidden Journey, c'est un peu bricolé l'histoire. Non mais d'accord, mais non, l'attraction est géniale quand même, mais Forbidden Journey. Ok, donc dans le Dark Universe, en revanche, il y a un vrai loupé, et tous les trois on a été assez d'accord là-dessus. C'est Curse of the Werewolf, donc un hommage au loup-garou, quand même un classique Universal qui méritait quand même mieux que ce coaster éclaté au sol, dont je ne sais même pas qui l'a construit ce truc-là, il faudrait qu'on vérifie. Ouais, je pense qu'on peut passer de sujet même. Ouais. Oh. Non, mais on va en parler vite fait, je pense que c'est Stéphane qui résume le mieux cette attraction. Ben en fait, moi ça me met un peu en colère parce que le parc est fabuleux, et on nous pond un truc éclaté au sol, et je me dis, même les gars, ben... Ne faites rien. Non, ne faites rien.
En fait, À la limite, j'aurais préféré qu'il cut ça plutôt et de laisser le stun. et alors j'avais même honte parce qu'à la fin du ride, on nous pond un mannequin en plastique de chez Action là, qui ressemble à rien. Enfin, Et c'est même pas beau dans le land parce que pour des raisons de sécurité, il y a des filets qui sont pas bien thématisés Ça contrairement dure. à ce dragon. l'attraction elle dure 30 secondes. Ouais. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est infâme. Mais pourquoi on nous a pondu ça? C'est dommage parce que le reste est fabuleux, mais je n'ai pas compris. Alors baladez-vous néanmoins dans cette zone pour aller dans le petit snack et bar du moulin qui prend oui. feu. Oui. Alors sachez que le moulin, pour prédire le moment où il prend feu devant les visiteurs, donc ce moulin qui est en permanence activé mais qui s'enflamme, Ouais. j'ai trouvé ça, c'est un effet tout bête mais qui est incroyable et qui fonctionne super bien sur le public. Pour voir cet effet, vous pouvez en fait l'anticiper lorsque notamment la musique monte tout C'est doucement. Vous n'avez pas d'audio à cet endroit-là et d'un seul coup la musique s'intensifie, ça veut dire que dans quelques instants le moulin va prendre feu. Ouais, je pense que c'est à peu près toutes les demi-heures. Ouais, c'est toutes les demi-heures, on a je compté. pense, hein. Ouais. Ouais. Mm. L'effet incroyable. Le bar, super. Magique, Le ouais, c'est bar vrai. est incroyable. Une taverne un peu Mm. comme ça, Ouais, sombre. très excentré Ouais. et ça marchait très bien. Ouais. Et le Belle reste, expérience. ouais, vraiment. Et en fait, vous avez ce coaster au milieu qui limite sert à rien. Ça aurait été une forêt, une balade, ça aurait été tout aussi bien. Ouais. Et donc le Dark Universe, bah voilà, mitigé. Moi, c'était une des zones que j'attendais le plus. C'est une des zones qui m'a le plus plu. Mais il faut reconnaître que ça a été mieux exécuté du côté de Dragon et du côté d'Harry Potter. Mais c'est aussi une zone en devenir et qui recevra probablement des extensions. Il faut savoir qu'Universal est le spécialiste du genre horrifique. Et il y a les fameuses Horror Night aussi des parcs Universal. Il y a l'Universal Cinematic Monster dont je vous ai parlé. Universal ne va pas abandonner de sitôt ces monstres qu'ils adorent. Et on va terminer par le Super Nintendo World. Alors, pour le Super Nintendo World, Stéphane, on va te laisser principalement parler parce que c'est toi qui as découvert cette zone. Ouais. Moi et Rafi, on la connaissait Ouais. déjà. C'est pas une zone que moi j'apprécie particulièrement. Pourquoi? C'est Parce vrai que elle se repose trop sur le décor et pas assez sur les attractions qui pour moi sont décevantes. Donc dans le Super Nintendo World, vous avez deux zones. Une zone sur l'univers de Mario, Super Mario Bros et Mario Kart et une zone sur l'univers de Donkey Kong. Et vous avez deux attractions. L'attraction Mario Kart qui est un Dark Ride en réalité augmentée et puis vous avez ensuite le Minecart, le coaster Donkey Kong. Contrairement à vous, je pense que pour moi, ça a été la zone, le portail que j'attendais le plus depuis des années. Parce que ça a été construit en Californie il y a quand même pas mal de temps. Je voyais ça, je me dis mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de zinzin? J'arrive, et c'est vrai qu'on est un petit peu... Alors il y a des escalators qui vous mènent à la zone, et qui en fait ce sont des tunnels, les fameux... les tubes verts tubes. là, voilà. Ah, on a l'audio, alors c'est super sympa parce que vraiment vous rentrez dans ce land. Ma première impression ça a été qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que c'est un peu chargé. C'est un peu chargé et vous êtes... c'est un cube. Ouais. C'est un cube... je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis après, on va explorer la zone, on va faire les attractions. Il y avait Yoshi qui était pas mal, qui vous permet en fait de découvrir un petit peu le land et tout. C'est super Yoshi sympa, Adventure. c'est à faire, Mm. vraiment. C'est pour tous les âges d'ailleurs, hein. C'est très doux. Et puis, on est allé faire l'attraction que j'attendais quand même, qui est Mario Kart. C'est spécial, hein. En fait, moi ce que je n'aime pas avec cette attraction, c'est que j'adore Mario Kart moi. Mario moi Kart, je suis aussi. un fan. Quand j'y joue, je ne joue pas à Mario Kart, je ne comprends rien à ce En jeu. fait, c'est trop complexe. Voilà. Il y a un pré-show et on vous indique un petit peu les conditions à suivre, machin, tout ça. Mais un enfant est perdu là-dedans. Non, mais c'est vrai. C'est dommage. Mais alors, la file d'attente. Incroyable. Et surtout le décor du ride, parce que moi mon casque n'a Oui, pas tu fonctionné. l'as fait sans casque, toi. du Et coup. j'ai trouvé ça magnifique. Le ride peut se suffire à lui-même sans réalité augmentée, à tel point que je me suis même dit, tiens, peut-être qu'un jour ils vont update sans le casque. Et ben ça me dérangerait même pas. Si Mm. tu rajoutais des effets physiques comme un peu d'eau, de vent et tout, ça marcherait très bien. Le manoir est magnifique, la séquence avec les nuages, Tout. sans parler de la route arc-en-ciel. Ouais. Les décors sont très fidèles. Et je me dis, mais cette histoire de réalité augmentée, ça les a plombés. Limite, il aurait fallu faire un test track en fait en Mario Kart, quoi. Ça aurait été très bien. C'est dommage, j'ai été déçu par l'attraction. Ça marche pas. En fait, limite, ce qui est mieux dans le land, c'est les décors interactifs. Là, on est vraiment dans le jeu lorsqu'on joue à Super Mario Bros avec la montre connectée et qu'on est, en fait, on peut faire donc interagir avec les cubes, interagir avec l'ensemble du décor, en intérieur comme en extérieur. Et le décor est très vivant en extérieur. Et donc, la partie en plein air est beaucoup plus intéressante. Donc, ne passez pas trop vite dans ces décors qui sont sans cesse en mouvement. Il y a tellement de choses à regarder. Et puis ensuite, il y a le coaster, le Minecart, dans la zone Donkey Kong. Ah oui, c'est vrai. Je pensais aussi aux fameuses rencontres avec Peach.
avec Luigi, avec Mario, ils parlent, c'est incroyable. J'étais assez impressionné par ça aussi. Enfin, le land quand même pour moi reste... Enfin, moi je suis un fan Nintendo quoi, donc j'ai joué de nombreuses heures, des heures, je ne les compte plus d'ailleurs, mais bref, j'ai passé un bon moment. Et comme tu dis Alex, la fameuse attraction Donkey Kong, allez-y vraiment... À l'ouverture. À l'ouverture. On a pu être les premiers à faire l'attraction. L'attraction a un très mauvais débit, malgré le fait qu'il y ait énormément de Oui, il y a travaux en beaucoup d'attentes, donc allez-y à l'ouverture vraiment. Mais la zone est fabuleuse. Le coaster, Qui est pas très grande en fait, quand même moi- la zone. Moi j'aime bien le coaster Donkey Kong, mais j'ai un problème avec cette attraction, c'est que en fait on vous devine l'effet tout de suite. L'effet c'est quoi? C'est que le coaster est perpendiculaire au véhicule, ça nous permet de faire croire aux visiteurs que de temps en temps les rails disparaissent, alors qu'en fait pas du tout, le véhicule est toujours attaché. Mais sauf en fait on le devine, donc du coup je comprends pas trop l'intérêt. Bah, on le voit même, on voit même la machinerie, même comme, enfin tu vois. Donc c'est ça qui est dommage. Donc c'est spoilé. Mais par contre, le coaster reste fun, il est marrant, il est quand même pas très confortable, hein. Il est un peu tape-cul, notamment Ouais. lorsqu'il revient en zone de freinage. C'est à faire, mais sauf que 180 minutes sur ce coaster, bah non, ça les vaut pas. Il a un problème de capacité, malgré le fait, et j'ai regardé, qu'il y a énormément de véhicules dans le parcours. C'est impressionnant. Ouais. Je crois que, en fait, il y a, je sais pas, what milliards de zones de frein, et qu'entre toutes les zones de frein, il y a au moins un véhicule. C'est impressionnant. Et vous pouvez aussi rencontrer Donkey. Oui? Ouais, qu'on n'a pas vu. Non, on l'a pas croisé. Ok. Mais sinon la zone est vraiment, vous êtes dans le jeu vidéo quoi. Ouais. Vous êtes dans le jeu vidéo. Mais c'est la partie extérieure du décor qui est intéressante et pas tellement les attractions. En quelques mots, le Super Nintendo World, Rafi, pour conclure. Pour moi, le Super Nintendo World, c'est une vache à lait. Non, mais c'est une vache à lait. C'est là pour faire venir du monde et ça marche. L'attraction Mario Kart, bah maintenant je l'apprécie. C'est vrai. Maintenant je l'apprécie. Et de plus en plus, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Moi, j'aime les attractions interactives après. Hein. Vous me mettez à Buzz l'éclair, Mais je suis quelqu'un qui est heureux. J'adore ça aussi. Mais bah, je l'ai fait plein de fois et je me porte au jeu parce que j'ai compris le système et je sais comment ça fonctionne. Et bah moi, je me vois faire des challenges avec mes amis dans cette attraction. Bon, je suis le seul pass annuel, donc je suis le seul à faire mon challenge, mais... T'es surtout le seul à comprendre. Parce que moi, j'ai beau essayer de ne pas... Mais oui, je ne c'est ça, comprends c'est pas. parce que tu l'as fait plusieurs fois, Rafi. Moi Bah qui oui. t'es arrivé, qui débarqué la première fois, je suis désolé, moi la première fois j'arrive, je ne comprends rien. Oui, mais je t'ai tout expliqué, à la fin, t'étais hyper content. Oui, parce que bon, bah, voilà, mais en fait, visuellement, et même, j'étais gêné dans mes mouvements. Tu vois, j'arrivais pas à... Oui, mais si tu conduis la voiture Non. avec en papillon, Bah, oui. 10h10, monsieur, enfin, tu vois, voilà quoi. Mais bon, bref. Rafi. Non, moi j'aime. Et oui, Alex a raison, c'est la zone extérieure pour jouer les mini-jeux. Alex, il sait que j'adore ça, donc j'y vais tout le temps. Et c'est... Voilà, ça c'est des expériences de personnes qui viennent en séjour, surtout à Universal. Vous avez Harry Potter, ils viennent de le lancer également. C'est des mini-jeux et des escape games depuis le téléphone portable et depuis le portail de l'application dédiée, où en fait vous avez plein de mini-jeux que vous n'avez pas le droit d'accès en tant que visiteur lambda dans le Super Nintendo World. Oui, mais Et c'est génial comme le décor c'est- reste quand même interactif avec vous, même si vous n'avez pas le bracelet. Et donc, ça Oui, mais reste c'est moins drôle. appréciable. C'est moins drôle, mais vous pouvez taper sur les cubes et sortir les pièces. C'est quand même Oui, ça. mais c'est moins drôle. Un dernier mot de Stéphane. Non, juste rajouter, pour moi quand même, je pense que c'est là où j'étais le plus immergé, c'est dans la zone Nintendo. J'étais dans le jeu vidéo, dans les jeux vidéo. Oui, mais t'as dit ça pour la zone Harry Potter et la zone Dragon. Non, mais j'ai adoré. Et je voudrais aussi rajouter une chose, c'est qu'on a pu tester la food. On est allé manger chez Todd. Oui, le café Todd, qui était super sympa. Mais ma food préférée à Nintendo, c'est au Donkey Kong, le petit snack sucré où il y a une glace incroyable que j'avais prise au Japon et qui est vendue aussi à Epic Universe et que j'avais adoré. Ah oui, c'est Ouais. vrai que je n'ai pas testé, mais enfin, vous l'avez fait. Et non, mais le restaurant était dingue quand même. Ta pizza, Alex, ta fameuse pizza qui est en fait qui est revisitée puisqu'elle ressemble à un champignon. Oui. Ça m'a Et permis de c'était trop- revisiter les trop- toilettes ensuite. Bon, c'est sur ces doux mots qu'on va se quitter. Déjà. Et oui, ça y est, c'est Oh. fini. On a découvert ensemble Universal Epic Universe en Ouais. entier. On l'a fait. C'était extraordinaire. Oui, c'est une des Lilith. expériences que j'ai préférées. Sincèrement, je pensais pas que le parc allait autant me bluffer. Pourtant, je le connaissais bien avec toutes ces images des travaux. Rafi l'avait bien expliqué à quel point on avait suivi l'avancement des travaux. Donc, les deux vidéos sont disponibles. Oui. Donc, chez Rafi Over the World et chez moi. Donc, Oh. les Et vlogs Epic vraiment, Universe. Et félicitations à les garçons parce qu'ils ont, je peux vous le dire, ils ont passé des heures à monter et franchement chapeau les garçons, mais bravo pour votre travail. Bah, la passion, hein, c'était une échéance très importante pour nous et je vous avais promis ce récap en podcast qui permet de s'étaler un peu plus, de préciser certains points qu'on a abordés parfois furtivement en vidéo. Epic Universe, oui, allez le visiter. Ça reste quand même quelque chose à voir, ça challenge Disney d'une façon audacieuse, sans le plagier pour autant.
C'était vraiment extraordinaire. La grande question qui revient quand même, que j'ai beaucoup, c'est 1 ou 2 jours. Ah bah, dans les conditions dont on a parlé, c'est-à-dire les conditions d'exploitation qui peuvent être parfois un peu difficiles, et surtout la météo en Floride parfois à cette époque qui est compliquée, pour moi, Epic Universe, c'est 2 jours. C'est 2 jours, mais je pense qu'en vrai, une journée et demie suffisait. Non mais en une journée on avait tout fait, mais il suffit qu'une panne dure longtemps pour pourrir votre expérience, quoi. Ouais. Donc il vaut mieux faire 2 jours pour le moment, je dirais. Et puis de toute façon, quand les extensions vont ouvrir, on sera plus proche des 2 jours que de 1 jour. Pareil, je pense que c'est faisable. En vrai, je pense que c'est faisable en une journée. Mais en une journée avec les pannes, on a tout fait quand même. C'est ça. Mais si vraiment vous voulez, je sais pas, rencontrer Croque-Mou, aller au bar Helios, profiter un peu d'un restaurant à table, allez-y 2 jours vraiment pour profiter pleinement du parc. Enfin, pour moi, Epic Universe, ça c'est un parc qui est dans mon cœur, mon parc universel préféré, dont le concept et le thème le plus. J'espère, je vous souhaite de le visiter, si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous deux de m'avoir rejoint pour ce podcast. Merci la taupière, merci les taupiens. Merci à vous. Merci Alex de m'avoir invité sur ce podcast. J'espère qu'il y en aura d'autres. Enfin, je plaisante. Mais vraiment, merci à tous de nous avoir suivis. Allez, merci les taupiens. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Et promis, cette fois-ci, ce sera le retour du format actualité. Comme on l'a pas fait depuis presque 2 mois, il est temps de s'y remettre. À très vite. Merci et surtout, prenez bien soin de vous.